C'est le Kidam et j'ai choisi d'analyser aujourd'hui une chaîne YouTube très populaire qui se nomme Et tout le monde s'en fout. Le principe est assez simple. Le personnage principal nous explique des notions ou des concepts avec un ton condescendant. Un contenu qui se veut accrocheur, léger et qui vise un très large public. Un contenu sous forme de vulgarisation. Jusque-là, rien d'anormal. Cette chaîne comptabilise à l'heure où j'écris cette vidéo presque 56 millions de vues pour 176 vidéos. Un contenu très professionnel dès le premier épisode. Lumière, décor, tenue, cadre, montage. Tout est réfléchi pour nous offrir une image léchée. Avec autant d'audience, le contenu proposé pourrait avoir un impact conséquent, notamment chez les jeunes. J'ai donc décidé de creuser au-delà de l'humour présent sur toutes les vidéos pour tenter de comprendre le réel but de cette mini-série. C'est en parcourant les miniatures et les thèmes proposés que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Une vidéo m'a interpellé plus que les autres, celle-ci parlait du genre. Il y a quelques années, utiliser le champ lexical des LGBT, défendre des notions telles que le genre, était réservé à une gauche progressiste plutôt radicale. Mais ce virus a gangréné notre société, ce qui nous empêche de savoir si cette chaîne est consciemment politisée ou si elle est simplement victime de son époque. J'ai donc choisi d'en savoir un peu plus sur l'équipe qui gère la chaîne pour pouvoir mieux interpréter les indices que j'ai relevés dans les différentes vidéos. Le concept a été inventé par Axel Latuada, le personnage principal de la série, et Fabrice Debony, plus discret, derrière la caméra. Par la suite est venu se greffer Marc Debony et Christophe Baudouin. En consultant diverses interviews, on peut commencer à relever des informations très intéressantes sur eux. Axel est monteur et réalisateur, Fabrice est réalisateur, Marc est journaliste, Christophe est producteur. Ils sont donc tous à peu près dans le même univers et vous allez voir que leur engagement politique aussi. Le journaliste de l'équipe, Marc, travaillait pour Le Figaro. Il était notamment chargé de l'extrême droite. Nous avons un premier point clé. En creusant un peu, j'ai pu lire que ses collègues du Figaro le surnommaient le gauchiste. Il se vantait même d'être un homme de gauche et qu'il était plus incisif quand il écrivait des articles à propos du RN. Dans une interview, Axel, le fondateur et l'acteur principal, nous confie qu'il est issu d'une famille très politisée qui lui a enseigné qu'un artiste l'était forcément lui aussi. Une énième preuve que la gauche s'est appropriée le domaine de l'art, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Il ajoute un peu plus tard qu'il est un militant engagé. Mais j'ai compris ce que c'était d'avoir un discours politique. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai ça, quoi. Ouais. Pas militant, mais... Ouais, exactement, engagé. J'ai compris quel était mon message à donner au monde, en fait. Il ne cite que le véganisme pour parler de ses engagements. Mais dans une autre interview, il parle du racisme, du féminisme, de l'homophobie, des thématiques récurrentes chez ce qu'on appelle maintenant les woke. Dans encore une autre interview, on apprend qu'Axel et Fabrice sont membres d'une association féministe basée sur l'éducation sexuelle pour adultes. Ils combattent les préjugés de genre, et j'en passe. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le producteur Christophe. Il a eu une carrière longue dans l'audiovisuel, dont 15 années chez Mia Productions. Bon, sans aucune surprise, vous imaginez un peu la ligne éditoriale de cette production-là. Toute cette petite équipe reste cohérente. Ils partagent les mêmes valeurs et produisent du contenu ensemble. À partir de l'épisode 16 de la première saison, un nouveau personnage fait son entrée dans la série, incarné par la comédienne Solveig Anrep. Il était sans doute naturel pour eux d'intégrer un personnage féminin après avoir fait plusieurs vidéos sur la cause féminine. Je me suis demandé si la pièce rapportée partageait les idées du groupe. J'ai donc consulté son site et son LinkedIn. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. Certains détails sur son Instagram, en revanche, nous laissent sous-entendre son engagement politique. Dans une publication, elle se repent de s'être photographiée avec un serpent quand elle était plus jeune. Sur une autre, on peut croiser une citation de Simone de Beauvoir. On peut voir sa présence dans des zones LGBT du Marais, pléonasme, le fameux post sur les féminicides. Elle partage également des publications de L214. Nous avons suffisamment d'informations sur elle pour pouvoir affirmer qu'elle partage l'idéologie de ses collègues. Il y a même beaucoup plus tard dans la série, sans doute pour respecter les quotas, un nouveau personnage joué par une comédienne noire, Sandrine Salière. Ce personnage n'a pas vraiment d'intérêt, sûrement un ajout purement démagogique. En dehors de YouTube, elle est actrice, même si elle se plaint d'être la marionnette des réalisateurs. Elle est féministe, elle défend l'idée du privilège lié au sexe, au genre ou à la couleur. On a déjà démontré plusieurs fois avec Maudin Rabin que le privilège blanc n'existait pas en France, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant que nous avons établi un portrait global de leur équipe, nous pouvons interpréter les indices et tirer nos premières conclusions. Nous avons affaire à une équipe plutôt jeune, militante, presque entièrement issue du monde de l'audiovisuel. Je pourrais me lancer dans une vidéoscopie à la Stéphane Edouard, relever les cernes prononcées, les bracelets de festival, et leur acolyte en mort cérébrale durant tout un entretien. Le non-jugement dont tu parlais. Voilà, regarder ce qui était présent et que je pouvais améliorer et pas ce qui me manquait. Mais ce n'est clairement pas mon domaine. La première vidéo sur laquelle je vais m'attarder vraiment est celle sur le genre. Nos personnages sont dans une réalité parallèle. Il était temps que quelqu'un se charge de les ramener sur Terre. Dès l'introduction, notre comédien principal sous-entend que ne pas prendre en compte tous les genres était une attitude rétrograde. Le genre! Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font plein d'efforts pour rester bien rétrogrades et continuer de croire que c'est très important d'avoir que deux types d'êtres humains, les hommes et les femmes. Et c'est la même personne qui nous parle de coller des étiquettes à 1 minute 30.
On pratique encore des opérations chirurgicales à la naissance pour pouvoir coller des étiquettes sur le front des bébés. Alors Axel, les opérations ne sont pas pour coller des étiquettes aux bébés, mais pour tenter de les préserver, de les protéger de leurs différences. À 1h45, il cite Catherine Vidal. Selon elle, un enfant n'aurait pas conscience de son sexe à la naissance, ni de son genre. Selon elle, c'est l'environnement sexuel de l'enfant qui le construira toute sa vie. Répondons point par point à cette affirmation. Premièrement, nous avons eu des expériences menées par votre camp qui ont prouvé le contraire. Le psychologue John Monnet a tenté de réattribuer des genres à des petits garçons dont les parties génitales étaient inadéquates ou endommagées, en leur retirant le reste de leurs attributs masculins et en les élevant comme des petites filles. David Reimer a subi cet abus médical lorsqu'il avait 22 mois. Le psychologue a continué tout le long de sa vie à contrôler l'évolution de l'enfant. À ses 13 ans, le petit David souffrait d'une dépression suicidaire et refusait catégoriquement de revoir John Monnet sous peine de mettre fin à ses jours. Ce même psychologue distinguait la pédophilie affective, basée sur l'amour, et la pédophilie sadique. C'est aussi sur ça que débouchent vos théories du genre. En résumé, une idéologie de détraqué. Je ferai très probablement une vidéo plus poussée sur le mouvement LGBT. Revenons aux propos avancés dans la vidéo. Selon Axel et la neurobiologiste, c'est l'environnement et les jouets qui conditionneraient les enfants. Pourtant, les chercheurs anglais ont prouvé le contraire. 101 enfants, garçons et filles confondus, mélangés par tranche d'âge, allant de 9 mois à 32 mois au maximum, ont été placés dans une salle de jeu sans la présence de leurs parents. À leur disposition se trouvaient divers jouets, comme un ours en peluche rose, une marmite, une poupée, mais aussi une voiture, un nounours bleu, une pelleteuse et une balle. Et devinez quoi ? À partir du moment où les nourrissons étaient capables de démontrer leurs préférences en matière de jouets, la plupart des sujets se dirigeaient naturellement vers les jouets stéréotypés correspondant à leur sexe. La conclusion d'une des chercheuses est la suivante. Les différences biologiques donnent aux garçons une aptitude à la rotation mentale et plus intérêt de capacité pour le traitement spatial, tandis que les filles sont plus intéressées à regarder les visages et améliorent la motricité fine et la manipulation d'objets. Lorsque nous avons étudié la préférence des jouets dans une crèche avec les parents, bien qu'il y ait une variabilité entre les enfants, nous avons constaté qu'en général, les garçons jouaient avec des jouets de type masculin plus que des jouets de type féminin, et les filles jouaient avec des jouets de type féminin plus que des jouets de type masculin. Donc la théorie selon laquelle l'enfant subirait une construction sociale et culturelle qui déterminerait son genre est factuellement fausse. Il a également été prouvé que les filles qui présentaient des troubles endocrinologiques qui masculinisent les caractéristiques morphologiques et les comportements se dirigeaient d'elles-mêmes vers les jouets masculins. Il s'agirait donc d'une cause hormonale plutôt que sociétale. Chez les singes, les mâles se dirigeaient vers les mêmes jouets que les garçons et les femelles vers les mêmes jouets que les filles. Il est vraiment difficile d'envisager que c'est le patriarcat des singes qui ait rendu les choix stéréotypés. À 4 minutes 20, tu reproches le fait qu'un adulte qui souhaiterait changer de sexe cliniquement était obligé d'avoir un long suivi psychiatrique. Pourtant, de nos jours, une personne adulte qui veut faire une transition à l'aide d'une opération ne peut le faire parfois qu'après un très long suivi psychiatrique. Mais heureusement, si je prends des chiffres provenant de ton propre camp, un transsexuel sur 3 tenterait de se suicider au cours de sa vie. Selon l'Institut Williams aux États-Unis, 46% des trans hommes et 43% des trans femmes ont déjà fait une tentative de suicide. Selon moi, la transsexualité est un trouble psychologique très grave, qui nécessite un suivi médical actif pour préserver l'intégrité physique et mentale des victimes, et qu'il ne faut en aucun cas banaliser ce phénomène. Et je ne vous parle pas des détransitions, des suicides, post-transition, etc. Il n'y a rien de normal à être transsexuel. Si vous êtes bloqué dans un corps qui selon vous n'est pas le vôtre, pour votre bien-être, consultez des professionnels. N'écoutez pas la propagande en place. Ne commettez pas l'irréparable. Une autre vidéo portant sur le racisme m'a interpellé. En moins d'une minute, Axel fait un anachronisme en portant son regard neuf sur une situation ancienne. En France, c'est en 1685 que Louis XIV pose les bases du racisme contemporain en réglementant l'esclavage. Selon lui, c'est l'apparition du Code noir, livre commandé par Louis XIV, que le racisme contemporain est apparu. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que ces réglementations nous paraissent inhumaines aujourd'hui, mais qu'elles étaient une grande avancée à cette époque-là. Les Français étaient les premiers à réglementer l'esclavage. Rien n'encadrait ces pratiques dans les colonies françaises. Colbert et son fils étaient les premiers à légiférer l'esclavage. Et cette repentance est omniprésente à gauche. Dans leur vidéo sur la guerre, Axel avance que seulement 5 pays n'ont pas connu la présence coloniale européenne. À l'entendre, les Européens seraient coupables de tous les maux, et ils seraient les seuls capables de coloniser. Mais ce qui est intéressant, c'est de reprendre les 5 pays dont il parle. Le Japon n'a pas été colonisé par les Européens, mais il est devenu lui-même un pays colonisateur. Il y a eu la Corée qui s'est scindée en deux de manière extrêmement violente. Il y a eu la Thaïlande qui a été colonisée par le Japon. Le Liberia a été colonisé par les Américains. Et si nous prenons l'Éthiopie et que nous oublions le bref passage des Italiens, vous pouvez constater la qualité de vie actuelle de ce pays. Avant de passer aux autres vidéos, on peut voir des attaques régulières dirigées vers les chrétiens. Mais encore une fois, ils n'ont pas eu le cran de s'attaquer à une autre religion monothéiste. Voilà une petite compilation. C'est encore plus
C'était vite fait pour procréer. Je tends l'autre joue. Je te pardonne. Écoute, je sais pas, ils ont dû se gourer dans la traduction. Ça m'avait l'air clair pourtant ce truc-là. Psaume, qui a choisi ce mot déjà? Dans sa vidéo sur la culture du viol, il incrimine une fois de plus l'éducation de nos enfants, nous, Européens. Mais il ne parle pas de l'immigration qui fait exploser les agressions sexuelles, il ne parle pas de l'éducation et de la culture de l'autre. Tout n'est pas à jeter dans cette chaîne. Beaucoup de thèmes abordés sont très bien vulgarisés. Certains conseils sont plus que valables. En fin de compte, malgré le côté politisé, cette chaîne nous permet d'aborder un sujet avec un autre point de vue. En revanche, je reproche à leur équipe de ne pas avoir été plus transparent avec leur public, en dehors des interviews. Rien ne mentionne leur orientation politique, ce qui est dangereux, avec la posture d'autorité intellectuelle qu'ils occupent. Ils restent en cohérence avec leurs idées, il s'agit d'un canal de propagande relativement doux. Et vous allez me dire, pourquoi avoir choisi une chaîne qui n'est pas totalement une chaîne militante? Car l'enseignement principal de ce groupe est celui de créer. Ils se sont regroupés car ils partagent les mêmes idées et ils occupent l'espace avec leur vision des choses. Ils utilisent leurs compétences pour produire du contenu. Le camp national doit se renouveler, comme eux. Nous devons nous étendre dans tous les domaines. Tu es fan de jeux vidéo? Lance ta chaîne gaming. Et glisse-y de la politique avec légèreté. Tu es fan de livres? Fais-nous des lectures et apporte subtilement ta pierre à l'édifice. En fin de compte, l'équipe de « Et tout le monde s'en fout » n'est pas composée de vermine. Il s'agit de personnes simples qui défendent une cause tout en se faisant plaisir. Ils sont simplement dans l'erreur, enfermés dans leur monde imaginaire, mais rien n'est définitif. Votre mission est de monter quelque chose. Agissez. Ce n'est pas comme aller sur le terrain, c'est à la portée de tous. Faites des vidéos, produisez, soyez solidaires entre vous. Le militantisme dur est parfois moins efficace et doit être réservé à ce qui en vaut vraiment la peine. Vous n'êtes pas obligé de faire de la politique de manière frontale. Occupez un maximum l'espace. Profitez des outils dont nous disposons, mais ne restez pas dans la passivité. Si vous lancez un projet vraiment sérieux, contactez-moi sur Instagram et je verrai si je peux vous mettre un petit coup de pouce avec la toute petite audience dont je dispose. Consultez la description, abonnez-vous, partagez, commentez, vous connaissez la chanson. Merci à tous mes donateurs. Et rejoignez-nous sur le Discord d'Esperiapolis, vous pourrez retrouver un tas de gens comme nous pour vous divertir ou monter quelque chose de sérieux. On se retrouve là-bas, c'était le Kidam.